Et mes salutations donc aux personnes qui sont actuellement en web diffusion. Alors, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, donc le MIFI, anciennement le MIDI, et du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, tous deux partenaires dans cette action concertée. C'est un réel plaisir de vous accueillir à la fois en personne et donc pour plusieurs d'entre vous en mode web diffusion. Je me présente, je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et en charge de l'animation aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQ, qui a su bien orchestrer cette rencontre, donc j'en profite pour la remercier. Et je vous indique donc que Mme Asselin vous sollicitera à la suite de l'activité afin de répondre à un bref sondage et vous communiquer les liens vers le rapport de recherche ainsi que celui menant à la captation vidéo de la présentation d'aujourd'hui. Alors, l'utilisation de la web diffusion dans le contexte d'une activité de transfert permet donc aux personnes qui suivent la présentation à distance de nous envoyer des commentaires et des questions en temps réel afin que nous puissions les relayer à Mme Lefebvre et M. Bastien ici présents, donc à la période de questions. Alors, je me chargerai de prendre vos questions et je serai de cette manière votre porte-voix pour cette période. Dans le contexte de ce programme de recherche, le Fonds est fier de s'associer au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. De par son implication, le ministère reconnaît donc l'importance de la recherche pour éclairer les décisions et les actions, tant pour le ministère que pour d'autres ministères et organismes, ainsi que pour les organisations dans les milieux concernés. Alors, un bref mot sur le programme des actions concertées du Fonds Société et Culture. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la mission de notre organisme, celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. En se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires tels que le MIFI s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins des partenaires, qui sont les utilisateurs des résultats, ce qui permet de produire des recherches directement en lien avec les besoins également du milieu ou des milieux. Enfin, les partenaires s'inscrivant dans le programme des actions concertées adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Ainsi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires organisent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Le travail amorcé par le MIFI et les ministères et organismes partenaires débutait dès septembre 2015 pour lancer une action concertée avec le FRQSC afin de répondre aux besoins spécifiques de l'ensemble des partenaires dans le contexte du plan d'action gouvernemental 2015-2018, la radicalisation au Québec, agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, qui a également été prolongé jusqu'en mars 2019. Rappelons également que l'action concertée, la radicalisation menant à la violence au Québec, mieux comprendre pour mieux prévenir, s'inscrit dans le cadre de la mesure 2.1 de ce plan d'action, soit réaliser des recherches afin de mieux comprendre et analyser le phénomène de la radicalisation menant à la violence. C'est donc à la suite du lancement d'un appel de proposition à l'automne 2016 sur le thème d'aujourd'hui et d'un processus d'évaluation rigoureux que Mme Solange Lefebvre et l'équipe de chercheuses et chercheurs ont été choisis pour mener à bien ce projet, répondant ainsi à l'un des deux axes ciblés dans cet appel, celui de mieux comprendre les perceptions de la population québécoise et le rôle des médias de masse et des médias sociaux à l'égard du phénomène de la radicalisation. Donc, sans plus tarder, accueillons donc aujourd'hui pour représenter donc l'équipe complète qui a travaillé avec Mme Lefebvre,
Madame Lefebvre, donc Solange Lefebvre, qui est professeure titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, où elle est titulaire de la chaire de recherche en gestion de la diversité culturelle et religieuse. Et M. Frédéric Bastien, qui est professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et vos activités d'enseignement et de recherche sont principalement consacrées à la communication politique. Bienvenue, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame Godbout, pour cette introduction. Chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue à cette présentation au terme de presque 3 ans de recherche qui sera suivie évidemment par une période de diffusion intensive. Merci d'être là avec nous. Donc, le projet, au terme de ces mois de travail, s'intitule « Peur de quoi? L'extrémisme violent au Québec et le paysage médiatique ». Alors, qu'avons-nous découvert? Je souligne à nouveau, comme Madame Godbout le disait, que le projet a été financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Nous les remercions beaucoup. C'est donc une action concertée et nous avons été suivis vraiment de manière très efficace par l'équipe rattachée à l'action concertée du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Le titre initial du projet dans l'appel d'offres était beaucoup plus long que celui pour lequel nous avons opté à la fin. Le titre initial du projet, c'est le processus de la radicalisation menant à la violence, perception de la population québécoise, influence qu'exercent les médias traditionnels de masse et les nouveaux médias sociaux. Alors, je vous explique maintenant brièvement le plan de l'exposé. Nous allons d'abord vous présenter les objectifs et les questions de la recherche. Ensuite, les résultats, retombées et applicabilité, évidemment la section la plus importante de notre présentation. Nous allons donner quelques résultats utiles au regard des politiques et programmes ou interventions, des pistes de solutions. Et nous allons terminer par des limites et pistes de recherche. Je tiens à souligner en commençant, parce que je suis aujourd'hui avec mon collègue Frédéric Bastien pour présenter les résultats, mais nous avons eu la chance d'avoir une équipe composée d'une vingtaine de personnes, co-chercheurs, collaborateurs, collaboratrices formidables, et nous y reviendrons à travers l'exposé et aussi à la fin pour les remercier. Alors, commençons par les objectifs et les questions de la recherche. L'objectif principal était double. Mieux comprendre le rôle que jouent les médias par rapport aux perceptions des Québécois, donc de la population en général, et comprendre le rôle joué par les médias, toujours de masse et sociaux, ces deux grands univers médiatiques, sur les dynamiques, sur les trajectoires des personnes qui pouvaient être tentées de tomber dans l'extrémisme violent ou avoir atteint cet état donc d'extrémisme violent. C'est le double objectif principal. Les questions de recherche, il y en a 3. La première, au sein de la population québécoise, quelles sont les perceptions à l'égard du phénomène? Comment la population québécoise comprend-elle l'extrémisme, les diverses formes d'extrémisme? La deuxième question, quelle influence exercent les médias de masse et sociaux sur ces perceptions de la population? Et puis la troisième question, quel est le rôle des médias sur les trajectoires, sur la dynamique conduisant à l'extrémisme violent? Donc, en résumé, la recherche comporte 2 grands volets tout à fait distincts. L'analyse des perceptions de la population générale du phénomène et l'influence des médias sur ces perceptions. Et en deuxième lieu, donc, l'analyse de l'influence des médias sur les trajectoires d'extrémistes. Je tiens à souligner, avant de continuer, que nous avons couvert plusieurs formes d'extrémisme. En particulier, mais il y en a eu d'autres qui se sont présentés en cours de projet, on y reviendra, en particulier l'extrémisme de droite, l'extrémisme islamiste et l'extrémisme de gauche, mais d'autres formes seront nommées plus loin. L'objectif général plus concret, puisqu'une action concertée doit aussi répondre à des besoins de décideurs, de programmes publics et autres, eh bien, c'est de contribuer à la compréhension du processus menant à l'extrémisme violent et surtout à sa prévention, notamment, vous l'avez bien compris, en lien avec les médias. Alors, un premier résultat,
Voyez, en premier lieu, on parle de notre définition initiale de la violence parce qu'il a fallu s'interroger au début du projet sur ce que nous entendions par violence. Alors voilà la définition initiale, c'est le recours à la violence contre des personnes ou contre des biens matériels pour défendre une cause et faire connaître un point de vue. La définition finale, vous voyez qu'il y a un ajout, eh bien, c'est ce recours à la violence contre des personnes ou des biens pour défendre une cause, faire connaître un point de vue, donc avec une tangente idéologique, en incluant la violence verbale haineuse sur les médias sociaux. Et je dois dire qu'on a ajouté cette portion de la définition, en particulier après le projet que nous avons poursuivi auprès des professionnels des médias qui nous ont révélé avec insistance à quel point la violence verbale pouvait se déchaîner sur les médias sociaux et ils sont aux premières lignes pour y faire face et la gérer, évidemment. L'autre résultat dont on peut parler d'emblée, c'est que vous avez peut-être remarqué que nous avons dévié du titre initial. Le titre initial, c'était la radicalisation menant à la violence, le rôle des médias. Finalement, nous avons opté pour utiliser plutôt le concept d'extrémisme. Alors, tout simplement parce que l'ensemble de nos enquêtes, et c'est important pour les décideurs qui nous ont financés, ne comprenaient pas trop ce que voulait dire le concept de radicalisation menant à la violence. Et cela ressortait tant des sondages que des enquêtes qualitatives. Et donc, le concept d'extrémisme violent leur semblait plus clair. Par ailleurs, nous n'avons pas rejeté évidemment le concept de radicalisation menant à la violence qui est omniprésent surtout dans la recherche et qui est utile aussi pour les chercheurs et les décideurs. Alors, avant de passer la parole à mon collègue Frédéric Bastien qui va vous résumer les résultats des enquêtes quantitatives, je veux simplement vous dire tout ce que nous avons fait, en peu de mots, quel type de recherche. Premièrement, un sondage en 2 vagues que mon collègue Bastien a dirigé. Ensuite, 2 expériences sur les perceptions, aussi de type quantitatif, que notre collègue Alison Harrell de l'UQAM a dirigé. Des analyses d'un très large corpus de données médiatiques que notre collègue Sylvain Rochelot a dirigé de l'Université de Sherbrooke. Et ensuite, un volet plus qualitatif, donc avec des entretiens, des observations, des questionnaires en ligne, qui ont aussi été imprimés sur papier dans certains cas, auprès de profils radicalisés ou extrémistes, auprès d'ex-radicalisés, et puis leur entourage, des intervenants qui les avaient croisés ou qui les connaissaient. Donc, ce projet réunissait, il y avait Diane Casoni, Jean-Philippe Perrault et moi-même. Et puis, nous avons aussi mené des entretiens, comme je l'ai déjà dit, avec des professionnels des médias. Je passe maintenant la parole à Frédéric Bastien qui va vous présenter les résultats de l'ensemble des enquêtes quantitatives. Alors, ce premier ensemble de résultats devait être présenté conjointement ce matin avec ma collègue Alison Harrell, qui est professeure au département des sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, mais qui n'a pas pu se joindre à nous en raison des conditions météorologiques au moment où nous tenons cette conférence. Ce volet quantitatif, ma collègue Solange vous le mentionnait un peu plus tôt, était constitué de 3 grands volets. Premièrement, avec un auxiliaire de recherche, Mathieu Lavigne de l'Université de Montréal, qui est maintenant à l'Université McGill, nous avons procédé à un sondage en collaboration avec la firme Somme auprès d'un échantillon représentatif de la population québécoise. Il s'agissait d'un sondage en 2 vagues, c'est-à-dire que les mêmes individus ont été interrogés à 2 occasions. Un échantillon de départ de 1740 personnes a été interrogé une première fois en mai 2018, puis 1172 de ces personnes ont été interrogées à nouveau presque une année plus tard, vers la fin de l'hiver 2019. Je tiens à souligner que cette deuxième collecte de données a pris fin tout juste avant les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'objectif de ce sondage, qui était mené par Internet pour une grande partie de l'échantillon, mais aussi
par téléphone pour une autre partie de l'échantillon visait essentiellement à examiner la distribution des perceptions des Québécois par rapport à la radicalisation menant à la violence et les effets de la consommation médiatique sur ces perceptions. Un deuxième volet quantitatif a consisté en 2 expériences qui, de leur côté, visaient à comprendre comment le contenu d'un article influence la perception du public face à l'extrémisme violent et comment une nouvelle répercutée par un média traditionnel et un média social influence ces perceptions. Donc, des attributs plus spécifiques dont on ne peut pas mesurer les effets à l'intérieur d'un sondage d'opinion comme celui conduit par la firme Somme. Ces expériences ont été menées par ma collègue Alison Harrell avec Philippe Duguay du département de sciences politiques de l'UQAM également au cours de l'année 2019. Un peu plus d'1 millier de personnes ont pris part à chacune de ces 2 expériences qui avaient lieu en ligne. Finalement, notre collègue Sylvain Rochelot du département de communication de l'Université de Sherbrooke, avec ses auxiliaires de recherche, a procédé à une analyse de contenu d'un important corpus médiatique, plus d'1,3 million articles dans les médias de masse et des publications sur les médias sociaux au cours des années 2017 et 2018. L'objectif était ici de décrire certains attributs du discours circulant dans l'espace public au regard de l'extrémisme violent. Alors, résultat plus précis. Premièrement, le sondage révèle que les Québécois croient que l'extrémisme violent s'explique davantage par des facteurs individuels que par des facteurs sociaux. L'ensemble des enquêtes montrent que les Québécois et les médias associent surtout l'extrémisme violent aux expressions violentes liées à l'islam. D'ailleurs, dans le premier sondage que nous avons fait en 2018, nous avons demandé aux répondants quel est le premier groupe qui vous inquiète le plus et 47% des répondants ont identifié les extrémistes islamiques comme étant ceux qui les inquiétaient le plus, suivis à 32% par les groupes d'anti-immigration et d'extrême droite. Parallèlement, les données issues de l'analyse des banques de données médiatiques révèlent que certains mots-clés associés à des concepts, des groupes, des événements liés à la religion musulmane, tels que islam, arabe, ramadan, ou à l'extrémisme islamiste, comme le groupe armé État islamique, Al-Qaïda, ou encore les attentats du 11 septembre 2001, figurent parmi ceux les plus souvent mentionnés dans les nouvelles et les publications relatives à l'extrémisme violent. Malgré tout, la deuxième vague du sondage Somme révèle que le niveau d'inquiétude à l'égard de l'extrémisme violent de type islamiste violent a légèrement diminué entre 2018 et 2019, tandis que les craintes vis-à-vis des extrémistes anti-immigrants ont pour leur part légèrement augmenté, suivies de celles envers les groupes d'extrême droite d'une manière plus générale. Par exemple, les données expérimentales indiquent qu'un acte d'extrémisme violent présenté comme ayant été exécuté au nom d'une idéologie antiféministe est moins susceptible d'être associé à l'extrémisme, au terrorisme et à l'endoctrinement qu'un acte identique dont on dit qu'il fut commis au nom du Coran. Sans être alarmistes, les Québécois sont modérément inquiets de l'extrémisme violent. 58% croient que la radicalisation est un vrai problème. Une minorité, 34%, croit que les groupes extrémistes ne posent pas vraiment de menace. Selon le sondage, une légère majorité de Québécois surestime le nombre de décès causés par le terrorisme dans la province au cours des 10 dernières années. Mais donc, d'une manière générale, on peut dire que les Québécois sont inquiets, mais que cette inquiétude est relativement modérée.
Dans l'ensemble, le sexe, le groupe d'âge, l'appartenance culturelle et religieuse n'expliquent qu'une petite proportion de la variance dans les perceptions des Québécois à l'égard de l'extrémisme violent. On note par exemple que les femmes sont plus inquiètes que les hommes et qu'elles se montrent également plus inquiètes à l'égard des extrémistes anti-immigrants. Les hommes se préoccupent davantage des groupes d'extrême gauche. Les chrétiens craignent davantage l'extrémisme musulman que les personnes sans religion. Les immigrants, de génération récente en particulier, et les non-francophones sont plus préoccupés par les extrémistes anti-immigrants. En complément, une analyse comparative fut effectuée entre les traitements médiatiques de 4 événements, dont l'attentat à la Grande Mosquée de Québec. D'une manière générale, on peut noter que les médias anglophones font davantage usage du terme terrorisme dans 90% des articles qu'on ne le fait dans les médias francophones, où le terme terrorisme est présent dans un plus petit nombre d'articles, environ 53%. L'attentat de Québec présente à cet égard un résultat surprenant. 90% des articles anglophones font usage de la terminologie du terrorisme, contre moins de la moitié des articles en français, 46%, qui font usage de ce terme. Les expériences menées en ligne montrent aussi que la manière dont les Québécois interprètent un acte d'extrémisme violent varie en fonction de l'identité du suspect. Lorsque celui-ci porte un prénom francophone, comme Alexis, dans l'un des traitements que nous avons administrés, plutôt qu'un prénom à consonance arabe, comme Yassine, les répondants attribuent dans une plus grande proportion son acte violent à un problème de santé mentale et moins à l'extrémisme. Ils sont aussi davantage susceptibles de croire que le suspect a agi seul et considèrent moins l'acte comme une attaque terroriste. Par ailleurs, nous nous sommes demandé quelle influence exercent les médias de masse et les médias sociaux sur les perceptions des Québécois à l'égard de l'extrémisme violent. Les médias de masse et sociaux ont une influence, somme toute, relativement modeste sur les perceptions des Québécois, lorsque influence il y a, surtout lorsqu'on tient compte, lorsque nous contrôlons pour les attitudes préalables à l'égard des musulmans, à l'égard de l'immigration, du capitalisme et de la protection de l'environnement, qui sont des variables périphériques à certains types d'extrémisme, et une fois que nous contrôlons aussi pour des variables sociodémographiques. Néanmoins, certains résultats tendent à dégager un patron de réponse, selon lequel les médias du groupe Québécois, TVA Nouvelles, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, d'un côté, et Radio-Canada et la presse d'un autre côté, sont liés de manière différenciée à des groupes de la population qui se distinguent sur la base de leur perception face à ces formes d'extrémisme. Par exemple, entre 2018 et 2019, notre sondage permet d'observer une baisse plus marquée du niveau d'inquiétude à l'égard des extrémistes musulmans chez ceux exposés fréquemment à Radio-Canada ou à la presse que chez ceux exposés régulièrement au Journal de Montréal ou au Journal de Québec. À l'inverse, l'exposition au Journal de Montréal ou au Journal de Québec est liée à une hausse plus faible de l'inquiétude à l'égard des extrémistes anti-immigrants et aussi à une hausse plus grande de l'inquiétude envers l'extrême gauche. L'exposition à l'actualité sur les médias sociaux a également des répercussions sur l'évolution de ces perceptions au cours de l'année étudiée. D'une part, le niveau d'accord avec les énoncés selon lesquels l'extrémisme violent est un véritable problème et les groupes extrémistes constituent une menace pour la sécurité publique a eu moins tendance à diminuer chez ceux exposés à l'actualité sur les médias sociaux. Leur niveau d'inquiétude à l'égard des extrémistes musulmans a moins diminué et en même temps, leur degré d'inquiétude vis-à-vis des extrémismes de gauche et anti-immigrants a augmenté. On note aussi que la présence de commentaires
sous la publication de l'entête d'une nouvelle sur les réseaux sociaux, distrait du contenu de la nouvelle elle-même. Ainsi, la deuxième expérience menée par ma collègue Alison Harrell a permis de confirmer que la proportion de personnes se limitant à lire les commentaires plutôt que de cliquer sur le lien faisant apparaître le texte complet de la nouvelle était plus élevée de 20 points de pourcentage que dans le cas où aucun commentaire n'apparaissait. Enfin, l'analyse des banques de données médiatiques, qui ne mesure cependant pas l'effet sur les perceptions, a permis d'identifier quels sont les individus apparaissant dans le corpus et l'espace qu'ils occupent. Elle conclut qu'il s'agit, dans la plupart des cas, de politiciens. Lorsque survient un attentat, le nom de la personne qui l'a commis fera les manchettes pendant une courte période, mais c'est surtout par le biais du discours des acteurs politiques que les actes extrémistes sont évoqués, ce qui nous conduit à faire l'hypothèse que leurs discours, que relaient les médias d'information, sont importants. Ma collègue Solange va maintenant vous faire une présentation des résultats du volet qualitatif du projet. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, continuons avec les études qualitatives. Vous vous souvenez qu'il y avait deux volets. Il y avait le volet d'études des perceptions de la population. Frédéric Bastien vient de vous présenter les principaux résultats. Et le deuxième volet, eh bien, c'est le volet plus qualitatif d'études des trajectoires de profils extrémistes. Alors, nous avons mené 5 types d'études qualitatives. La première, les entretiens biographiques semi-directifs, plus de 70. Parmi ces 70, toutes les tendances extrémistes étaient représentées, comme je le disais, pas aussi étendues que dans le cadre des enquêtes quantitatives, mais nous avons essayé de trouver des extrémistes de droite, islamistes et de gauche. Plusieurs d'entre eux l'avaient déjà été, ne l'étaient plus. Et nous avons aussi un échantillon minoritaire, certes, mais du Maroc, parce que nous avions une collaboration au Maroc, quand la personne de Mohamed Fadil, qui est professeur de sociologie à Fès, non pas qu'il n'y avait pas de prétention de comparaison, mais nous voulions un peu étudier un pays source de l'immigration ici, où l'on compte quand même une radicalité idéologique vraiment à laquelle le gouvernement marocain est très attentif, et nous trouvions intéressant d'intégrer ce petit échantillon. J'y reviendrai brièvement. Ensuite, questionnaire en ligne sur papier. Je dis tout de suite que le questionnaire en ligne a eu peu de succès parce que les radicalisés ou extrémistes se méfient profondément de tout ce qui se produit en ligne, donc surtout en termes de questionnaire. Mais néanmoins, nous l'avons utilisé un peu, et notamment de manière imprimée avec certains profils. Ensuite, en troisième lieu, des analyses des contenus médiatiques consultés par les personnes extrémistes. Ça a été vraiment fondamental pour nous, vous savez, de ne pas se contenter de faire des entrevues auprès des profils extrémistes, mais aussi d'aller voir et vérifier nous-mêmes et prendre connaissance nous-mêmes de certains contenus dont ils parlaient, qui nourrissaient leur idéologie extrémiste. Enfin, des observations participantes dans certains cas et, comme je l'ai dit précédemment, des groupes de discussion avec des professionnels des médias. Nous avons mentionné au passage plusieurs assistantes de recherche qui ont été remarquables durant le projet. Il y en a quelques-uns ici, quelques-unes mentionnées. Mathieu Collin, Mathilde Vanas-Pelletier de mon institut à l'Université de Montréal et puis Amandine Hamon aussi à l'Université de Montréal qui a beaucoup aidé dans l'enquête sur les professionnels des médias. Je vous rappelle ici les questions de recherche donc du troisième bloc de questions. Retenez les mots-clés. En passant, c'est le ministère de l'Immigration qui avait formulé ces questions de recherche. Elles se sont avérées extrêmement stimulantes et fécondes pour la recherche. Nous les en remercions. Donc voilà, donc le rôle des médias de masse et sociaux sur les trajectoires d'extrémisme. Qu'en est-il de leur influence sur le basculement? C'est ça le mot-clé. Qu'en est-il des caractéristiques d'amplification? Et qu'en est-il de la formation de noyaux entre personnes partageant la même idéologie extrémiste? Donc, il y a une sorte de triple question. Qu'en est-il du basculement, de l'amplification et de la formation de noyaux?
Alors, premiers résultats généraux sur les trajectoires, ça c'est bien connu dans la littérature. Les médias sociaux, parce que leur influence, je vous le dis tout de suite, est dominante dans les trajectoires, dans le paysage médiatique général. Les médias sociaux sont rarement une cause unique. Il y a toujours d'autres facteurs. Alors, il y a des facteurs personnels, personnalité, histoire de vie, histoire de souffrance. Il y a des activités hors ligne, la rencontre de personnes souvent. Et il y a aussi, évidemment, la consultation de médias sociaux. En deuxième lieu, il y a plusieurs facteurs aussi, nous l'avons vu dans les biographies, les longues entrevues. Nous avons interrogé plusieurs personnes, un grand nombre d'heures pour détecter, pour être capable d'analyser plusieurs dimensions combinées. Il peut y avoir un contexte familial propice, non pas extrémiste au sens explicite, mais où l'on exprime du ressentiment, des frustrations, où on écoute des médias qui peuvent être porteurs de ces idéologies de manière directe ou indirecte. Il y a aussi l'effet de l'actualité nationale et internationale, hein, des figures qui peuvent influencer, des événements qui peuvent révolter. Et il y a aussi donc des interactions hors ligne avec des pairs ou des leaders d'opinion. Bref, retenons que les médias sociaux ne sont pas la cause unique. Qu'en est-il des dimensions psychosociologiques et idéologiques? C'est le premier volet de l'analyse qualitative. En premier lieu, en ligne ou hors ligne, un besoin d'appartenance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des relations interpersonnelles qui se nouent, soit sur les médias sociaux ou en dehors des médias sociaux, et qui contribuent à amplifier l'engagement dans le processus. Et ces relations répondent à des besoins chez les participants, des besoins de fraternité. C'est souvent des jeunes, ils ont besoin d'amis, ils ont besoin de se sentir proches à plusieurs titres de pairs avec lesquels ils partagent des idées fortes. Donc, le besoin d'appartenance est exprimé par tous les participants. Ils éprouvent le besoin de partager leur idéologie avec eux. Évidemment, les médias sociaux aident beaucoup en ce sens. Et on note, et ça c'est aussi présent dans la littérature existante, une quête identitaire qui n'est pas étrangère à ce besoin d'appartenance, mais qui peut avoir des caractéristiques différentes selon les extrémismes. En deuxième lieu, le rapport passionnel avec l'idéologie et le groupe qui est amplifié par les médias sociaux. Vous reconnaissez nos questions de recherche, hein, le terme amplification revient ici. Donc, ce que nous avons remarqué en les interrogeant, c'est qu'ils sont dans une relation passionnelle à leur idéologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont enflammés. C'est comme un choc amoureux. Ils sont obsédés par cette idéologie. Ils sont consumés par leur engagement. Et plusieurs nous ont dit avoir passé des milliers d'heures sur les médias sociaux pour nourrir cette idéologie qui les passionne et qui les grignote littéralement jour et nuit. Surtout en ce qui concerne l'extrême droite et les islamistes radicaux. Certains d'extrême gauche, qui a quand même une sorte de facture différente. C'est une véritable addiction. Vous savez, lorsque nous avons lu certains documents que des ministères du gouvernement du Québec ont produits sur la prévention en regard des médias sociaux, et ce qui revient beaucoup, c'est le temps écran dans cette prévention, le temps passé en ligne. Or, au-delà du temps passé en ligne, l'équipe de recherche a eu beaucoup de discussions. Il y a le quoi du temps passé en ligne. Et ces extrémistes, véritablement, sont obsédés par un seul objet, cette idéologie, qui les fascine. Donc, ce que nous avons observé aussi dans le récit, surtout d'extrémisme passé, mais aussi dans le cas de trajectoires connues plus récentes, c'est qu'il y a souvent une intensification de la fréquentation des médias sociaux avant de passer à l'acte. Ça agit vraiment comme une intoxication qui les rend capables de commettre le pire. Ils sont tout entiers pris dans le projet. Alors, la fréquentation intensive des médias sociaux, toujours centrée sur le même enjeu, atténue leur résistance au passage à l'acte.
L'extrême droite était très active pendant notre projet et nous avons constaté que plusieurs d'entre eux, non seulement consultent les médias en ligne, mais en plus produisent des contenus en ligne. Autant les extrémistes de type islamiste que d'extrême droite éprouvent beaucoup de difficultés à prendre leur distance à l'égard des médias sociaux. Ils regardent des centaines de vidéos, ils les échangent avec leur groupe. Ils se passionnent à découvrir des nouveaux sites, ils se passionnent à découvrir des forums, des chats, à lire, des opinions, à écouter, à échanger. Ils sont véritablement avides de contact. Alors, pour la prévention, ce serait utile d'être capable de détecter ce type de comportement en ligne par-delà le temps écran. Je crois que c'est très important. Le résultat suivant, qui est lié à cette attitude de cette relation passionnelle à l'idéologie, eh bien, c'est que les extrémismes sont nourris par des théories de la persécution et du complot. Alors, je vous explique. Les premiers mois, et c'est très présent dans la littérature, on reconnaît que les individus qui ont des trajectoires extrémistes, souvent éprouvent une souffrance, un sentiment de persécution, ont éprouvé dans leur vie de la discrimination. Ça peut être réel, ça peut être aussi perçu. Mais lorsque nous sommes allés vérifier le contenu des médias qu'ils consultaient, nous avons eu un certain choc. En tout cas, j'avoue que moi, j'ai eu un certain choc parce que j'étais vraiment partie sur cette piste de la prévention des situations de discrimination, d'injustice sociale, vous savez, pour prévenir l'extrémisme. Mais j'ai découvert avec mon équipe que les contenus extrémistes exploitaient ce sentiment de discrimination ou de persécution pour introduire ou réintroduire cette discrimination à l'intérieur d'un complot grandiose, dans bien des cas. Alors, une des forces de la propagande, en particulier de l'extrême droite et de l'islamisme extrémiste, mais aussi dans plusieurs cas de l'extrême gauche, c'est de formuler un grand récit qui donne toutes les réponses à ces profils extrémistes. Alors, ces grands récits fournissent des explications simplificatrices, toutes les réponses, une vérité absolue, une sorte de système parfait, qui a l'air parfait, mais qui, dans les faits, est une sorte de bricolage de toutes sortes de types de savoirs. Et d'ailleurs, plusieurs individus que nous avons interrogés nous disaient, et je décrivais leur attitude en ligne, nous lisons beaucoup. Nous dévorons tout ce que nous pouvons lire sur le sujet. Nous savons beaucoup de choses. Et peu à peu, moi qui suis une spécialiste du religieux, dans l'équipe, nous avions des expertises complémentaires, je me suis rendu compte que ces idéologies agissaient comme une sorte de système de croire, une croyance, une gnose, un savoir absolu auquel ces individus adhéraient. Et il y a dans ces récits grandioses, il y a des bons et des méchants, des très, très méchants, des très, très bons. Hein. On dit aux islamistes, l'Occident vous déteste, l'Occident en entier. Hein. On dit aux extrémistes de droite, les immigrants vont détruire la race blanche. Vous savez, ce sont des récits extrêmes et qui font peur, qui exploitent la peur. Hein, pour revenir à notre titre, peur de quoi? Donc, ce cadre grandiose est efficacement diffusé par les médias sociaux et ça contribue à l'amplification du problème. Puis, dans certains cas, au basculement dans la violence ou le projet éventuel de tomber dans la violence. L'extrême gauche bénéficie de ressources idéologiques plus structurées, plus traditionnelles finalement, notamment marxistes, mais dont la thèse du complot n'est pas totalement absente. Il faut le noter. Alors, qu'en est-il des caractéristiques du rapport aux médias maintenant chez les extrémistes? Nous avons déjà dit beaucoup de choses, mais continuons. Rapidement, l'extrême droite et l'islamisme radical présentent une stratégie de propagande similaire, basée sur une utilisation importante des médias sociaux, cela a été dit.
Depuis 2016, c'est la propagande de l'extrême droite qui domine l'actualité et la toile, comme ce fut le cas pour l'islamisme violent avant que nous commencions le projet, au plus fort de la guerre en Syrie notamment, qui a eu des répercussions au Québec. Et puis, l'extrême gauche aussi emprunte la voie des médias sociaux, mais différemment, de manière variée. Et puisque le sous-groupe qu'on appelle antifasciste use d'une propagande en ligne pour dénoncer les personnes affiliées à l'extrême droite. Alors, eux vont davantage dans les médias sociaux, mais plusieurs de l'extrême gauche associent les médias sociaux au grand capitalisme auquel ils s'opposent. Ça fait partie, comme vous le savez sans doute, de l'idéologie d'extrême gauche, qui donc s'en tiennent à des approches plus classiques, se nourrissant encore de livres imprimés, de dépliants, et fonctionnant toujours avec des affiches et des manifestes. Ensuite, qu'en est-il des médias sociaux pour l'extrême gauche? Nous venons donc d'en parler. Voilà, vous pouvez lire ce que je viens de dire. Alors, ensuite, un élément complémentaire sur la fréquentation des médias sociaux par les répondants de l'extrême droite, eh bien, ils décrivent vraiment les médias sociaux comme le mode privilégié de communication de leur idéologie et de leurs opinions sur l'actualité. Plusieurs nous ont confié qu'ils ont vraiment pris connaissance des idées des principaux enjeux de l'extrême droite au moyen des médias sociaux. Ils y ont fait leur classe, ils y progressent parce que l'équipe a détecté plusieurs degrés dans l'engagement d'extrême droite, plusieurs codes extrêmement sophistiqués pour ceux qui font leur classe progressivement. Il faut noter que l'extrême droite présente une grande diversité idéologique, mais ce qui les rassemble, c'est le rejet de l'immigration directement rattaché à la crainte d'un génocide des personnes à peau blanche. C'est ce qui rassemble donc les candidates à la recherche que nous avons interrogées autour de l'extrême droite. Enfin, pour continuer sur les médias sociaux, qu'en est-il des islamistes, des extrémistes islamistes, puisque comme Frédéric Bastien vous le disait, la population québécoise demeure quand même inquiète à l'égard de l'extrémisme islamiste? Eh bien, c'est moins d'actualité, c'est moins présent sur la toile que ce le fut lors de la guerre en Syrie notamment. Toutefois, des répondants, des informateurs nous ont raconté qu'un petit nombre de jeunes gens sont susceptibles d'être radicalisés parce qu'ils ont accès à divers types de propagande en langue française, si l'on parle du côté francophone au Québec. Il y a des prêches en langue française qu'on trouve sur le web, et parmi des milliers de prêches innocentes, un très petit nombre, soudainement, peuvent inciter à la violence. Il y a des bandes dessinées, vous savez, vraiment, on épouse les cultures jeunes dans cette propagande. Il y a des bandes dessinées qui nourrissent le ressentiment et le sentiment de discrimination des jeunes. Il y a des chants aussi qui circulent sur la toile. Il y a divers types de musique. Et comme je vous le disais, toute cette propagande finalement, amplifie leur sentiment de faire l'objet de discrimination en tant que musulmans. Ce qui est partagé d'ailleurs, ça c'est une découverte un petit peu étonnante. Au Maroc, vous savez, des jeunes plutôt radicalisés ont le même sentiment de faire l'objet de discrimination à l'égard des médias de masse. Alors ce n'est pas que dans les conditions de pays migratoires. Alors poursuivons dans le rapport aux médias. Maintenant, qu'en est-il des médias de masse? Eh bien, aucun de nos participantes n'a subi une véritable influence des médias de masse dans le basculement. Ce qui n'empêche pas que les répondants consacrent plusieurs heures par jour à la consultation de médias sociaux qui réinterprètent les contenus des nouvelles des médias de masse. Et selon l'idéologie en jeu, ça prend différentes formes. Donc, on ne peut pas dire que les extrémistes, les profils extrémistes rejettent les médias de masse, en particulier les islamistes radicaux et l'extrême gauche, mais ils entretiennent plutôt une position critique
et certaines sont même hostiles à leur égard, ce qui ne les empêche pas de poursuivre une connaissance approfondie qui est modifiée par la réinterprétation qu'ils en trouvent sur les médias sociaux. L'idéologie islamiste radicale, potentiellement violente qui leur est refaite sur les médias sociaux, se présente donc comme une alternative aussi dans plusieurs types de contextes socioculturels. Je mentionnais le Maroc. C'est important de le dire, ce n'est pas seulement en contexte migratoire en Europe ou ici que des jeunes vont se sentir discriminés par les médias de masse. L'ensemble des participants associés à l'idéologie d'extrême droite considèrent les médias de masse comme étant biaisés, comme étant peu fiables et associés à des valeurs qu'ils qualifient de gauche, de manière très méprisante évidemment. Ils jugent ce positionnement politique libéral non seulement comme étant dépassé et naïf, mais surtout comme conduisant dans leur grand récit grandiose du complot vers une crise civilisationnelle. Alors maintenant, qu'en est-il des intervenants, intervenantes et l'entourage? Très brièvement, nous avons interrogé des personnes de l'entourage des profils extrémistes. Nous avons interrogé des intervenants, des intervenantes susceptibles de les rencontrer ou qui les avaient rencontrés. Et peu se préoccuper de la fréquentation médiatique de ces personnes. Alors ça, c'est vraiment une découverte du projet. Autant les intervenants spécialisés auprès des jeunes que l'entourage avaient peu d'outils pour analyser, décoder ce qui pouvait se passer dans la vie de ces personnes-là, dans la plupart des cas jeunes, dans leur rapport aux médias. Donc, c'est à retenir, il faudrait vraiment développer cet aspect de l'intervention et aussi de la vigilance parentale. Très important aussi, durant le projet, nous avons été alertés de possibles radicalisations dans certains milieux, et nous sommes allés évidemment. Et dans certains cas, il ne s'agissait que d'un intérêt que des jeunes montraient pour l'islam comme religion. Alors des intervenants spécialisés nous disaient, nous avons décidé, pendant que nous accompagnons ces personnes-là, de ne pas aller là, de ne pas toucher aux religieux parce qu'ils en avaient peur, parce que pour eux, c'était automatiquement une source de radicalisation. Moi, je leur ai dit, écoutez, allez là, parce que la religion peut être toxique parfois, mais elle peut être aussi une ressource. Alors, petite anecdote que vous ne trouverez pas dans le rapport, mais qui sera éventuellement rapportée dans les publications plus détaillées. L'une des personnes intervenantes, au bout de quelques mois, m'a reparlé pour me dire « Madame Lefebvre, c'est extraordinaire, nous y sommes allés là, et il s'avère que la religiosité pour cette personne a été une ressource tout à fait exceptionnelle pour le remettre sur un chemin plus cohérent de vie, d'estime de soi, ainsi de suite. » Alors, je tenais à le souligner, il ne faut pas confondre, surtout dans le cas de l'islamisme, religion musulmane et islamisme extrémiste. Faisons attention. Bien sûr, des intervenants plus spécialisés nous ont mis en garde contre la logique plus spécifiquement salafiste, qui est potentiellement source d'extrémisme. Alors, on peut compter sur les rares intervenants bien au fait de ces idéologies, qui sont des relais très précieux sur le terrain. Le dernier volet de nos résultats provient de groupes de discussion qui ont été tenus avec des professionnels des médias, généralement des cadres en charge de salles de rédaction, des professionnels provenant de médias électroniques, imprimés, web, de la région de Montréal et d'autres régions du Québec. Ce sont près d'une cinquantaine de ces professionnels qui ont participé à une dizaine de groupes de discussion qui étaient animés et coordonnés par la firme de sondage Somme. Il en ressort que si les professionnels des médias estiment que le traitement des nouvelles a une incidence sur les perceptions de l'extrémisme violent, ils ont expliqué prendre de multiples précautions pour que leur traitement soit équilibré.
Ils reconnaissent toutefois ne pas pouvoir contrôler la réception de leur contenu, dont l'imprévisibilité est exacerbée par l'accélération de la couverture médiatique. Ils constatent la polarisation des opinions par les commentaires, parfois violents, de leur public, celui-ci éprouvant régulièrement des difficultés à différencier les genres journalistiques, à distinguer, par exemple, la nouvelle de la chronique ou de la lettre d'opinion. Tout ceci nous amène à nous interroger sur, enfin, à faire un petit peu une synthèse par rapport à l'avancement des connaissances scientifiques et à la contribution de nos résultats par rapport à la littérature. D'un côté, le sondage mené auprès de la population québécoise s'appuie sur la problématique suivant laquelle les médias pourraient avoir un effet plus général sur les perceptions à l'égard de l'extrémisme, qui va au-delà de la couverture des actes violents en soi et qui est plutôt lié à la manière dont certains groupes de la population sont présentés par différents médias. Cela dit, les différences entre les entreprises de presse ne sont que rarement prises en compte dans les analyses empiriques des effets de la consommation médiatique. La présente recherche constituait pour nous une opportunité d'aborder ce nouvel angle en examinant comment l'exposition à chacune des principales entreprises de presse québécoises contribue à générer une évolution différenciée des perceptions à l'égard de l'extrémisme violent, possiblement en raison des contenus différents qu'elle présenterait. Parmi les pistes d'avancement des connaissances, une deuxième dont nous voulons vous faire part ici, vous en trouverez davantage dans le rapport intégral. Eh bien, jusqu'à présent, il y a un petit nombre de travaux empiriques donc, qui étudient sur le terrain des trajectoires extrémistes. Donc, un petit nombre de travaux empiriques qui examinent les cheminements qui sont non linéaires, donc très complexes, vers l'extrémisme violent d'individus et de groupes, de même que leur lien avec les médias de masse et sociaux. On trouve de rares analyses aussi détaillées que les nôtres des effets et des processus de réception individuelle des médias de masse et sociaux, et peu de comparaisons entre les divers types d'extrémisme violent. En lien avec ces processus, les angles théoriques dont j'ai parlé, renvoyant au rapport passionnel, de même qu'à la perspective de la théorie de la persécution et du complot, sont rarement abordés en profondeur dans la littérature. Il faudra poursuivre donc en ce sens, mais le projet a fait beaucoup de découvertes en relation avec ces thèmes. Maintenant, quels résultats apparaissent utiles au regard des politiques, des programmes ou des interventions? Quelles sont les pistes de solutions? Nous en dégageons un peu plus d'une quinzaine dans le rapport. Nous allons présenter ici quelques-unes d'entre elles. D'abord, au niveau gouvernemental, public et parapublic. On peut penser, et Solange le mentionnait en introduction à la présentation, à prendre conscience des limites du concept de radicalisation menant à la violence dans les communications publiques. J'ai personnellement écouté plusieurs interviews du sondage SOM dans la phase du pré-test de notre questionnaire. À une question ouverte où nous demandions aux gens, pouvez-vous identifier 3 mots ou expressions auxquels vous pensez lorsque vous entendez radicalisation menant à la violence? La plupart des répondants n'arrivaient pas à en exprimer un seul. Par contre, nous avons constaté que les termes terrorisme et extrémisme violent étaient beaucoup plus porteurs. Dans les groupes de discussion avec les professionnels des médias, on a aussi constaté que le concept de radicalisation menant à la violence n'avait pas beaucoup de résonance dans ce milieu. Deuxièmement, on pourrait envisager de prendre en compte les perceptions différenciées de l'extrémisme violent selon diverses caractéristiques de la population dans les campagnes de sensibilisation. Troisièmement, de prendre la mesure des perceptions différenciées des actes extrémistes selon l'idéologie en jeu. Lorsqu'un acte violent meurtrier est commis pour des raisons idéologiques,
Nous pensons qu'il importe de le nommer tel quel. Nos résultats montrent que l'extrémisme antiféministe, par exemple, a été peu reconnu jusqu'à présent parmi nos répondants et nos participants aux expériences, a été peu reconnu jusqu'à présent en tant que source idéologique de violence. Les tueurs proches du groupe majoritaire sont davantage associés à un problème de santé mentale que les tueurs faisant partie de groupes minoritaires. L'islamisme violent est plus facilement identifié, tandis que l'extrême droite pourrait être mieux repérée. D'ailleurs, l'attentat commis à la Grande Mosquée de Québec n'a été condamné que comme de multiples meurtres au premier degré. Je continue donc à exposer certaines pistes de solutions. Alors, la quatrième, c'est sensibiliser au sujet des divers types d'extrémisme violent dans les milieux d'intervention éducatifs, communautaires et familiaux. Ça va de soi après cet exposé. Sauf exception, comme je l'ai dit, les intervenants, les parents, ils ne maîtrisent pas bien les contenus des idéologies extrémistes. Ils ne maîtrisent pas non plus l'usage des médias sociaux qui les diffusent. Alors, il faut bien communiquer les informations au sujet des différentes idéologies dangereuses en jeu. Et en particulier, comme Frédéric Bastien l'a dit, l'islam se voit trop rapidement associé à ces idéologies, alors qu'il peut constituer dans la majorité des cas une ressource de sens dans la vie des jeunes y adhérents comme toute autre spiritualité. Septième piste, nous sautons à la septième, nous ne présentons pas ici les 16 pistes dans cet exposé, mais vous les trouvez dans le rapport intégral. Donner suite à la volonté gouvernementale de mettre sur pied un service efficace et indépendant du protecteur de l'élève. Alors, afin d'éviter que des jeunes, parce que souvent les jeunes extrémistes sont d'âge scolaire, nous pourrions d'ailleurs inclure le cégep, hein. Souvent, ces jeunes s'isolent dans leur perception d'une injustice ou d'une discrimination qui peut les conduire à des points de vue extrémistes s'ils se font prendre dans les pièges de la toile des médias sociaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Et le service du protecteur de l'élève pourrait être réformé et consolidé. Il importe que les plaintes soient entendues et traitées rapidement. Parce que nous avons entendu durant la recherche autour de certains profils radicalisés ou extrémistes qu'il y avait eu des expériences de discrimination dans le milieu scolaire et les affaires étaient plus ou moins étouffées parce qu'il n'y avait pas de référence indépendante possible. Donc, il importe que les plaintes soient entendues, traitées rapidement de manière indépendante des écoles et des commissions scolaires. Ensuite, je reviens à celle qui précède, la cinquième, et je ne fais que la lire. Intégrer la question des médias comme objet d'éducation, ça va de soi, mais n'oublions pas, du côté peut-être du ministère de la Famille, la question des parents qui ont aussi besoin d'outils de ce côté-là. En neuvième lieu, nous insistons sur l'importance du programme éthique et culture religieuse. Il y a peu de lieux dans le scolaire, primaire, secondaire, mais j'irais même jusqu'au cégep, université, où les élèves peuvent réfléchir sur la dynamique du croire qui est en jeu dans l'extrémisme. Alors, il y a présentement des débats autour de ce programme, mais moi, j'insisterai à la suite du projet sur ceci. Éviter de disqualifier sans nuance toute religion en regard des divers types d'égalité. Et il importe de donner une voix une place aux voix réformistes qui proviennent de ces groupes religieux, aux voix modérées et critiques aussi, qui sont issues des religions elles-mêmes. Et il est utile de rappeler que la disqualification radicale des religions qu'on a entendue dans la sphère publique au Québec par des instances publiques participe aux polarisations sociales et en ce sens ne peut servir à promouvoir de façon constructive l'égalité que nous souhaitons tous. Cet aspect s'avère particulièrement important au regard des théories du complot, derrière lequel il y a manifestement un manque de réflexion sur la dynamique du croire. Parmi les pistes de solutions qui visent davantage les professionnels afin d'encadrer le traitement de l'extrémisme violent, les décisions pour les médias d'information de développer des mesures concrètes afin d'encadrer le traitement de l'extrémisme violent.
Les décisions rédactionnelles, éditoriales, prises pour le traitement de ce type d'événement sont souvent prises dans l'urgence. Le phénomène est également relativement nouveau. Les normes encadrant son traitement sont donc moins bien définies que pour d'autres types de phénomènes d'actualité. Les groupes de discussion révèlent que ces normes sont en quelque sorte toujours en développement ou en négociation à mesure que les professionnels des médias sont appelés à les couvrir. À cet égard, on note des différences entre ce qui se passe au Québec et dans d'autres pays. Par exemple, les médias néo-zélandais, après avoir publicisé le nom du tueur de la tuerie de Christchurch, ont rapidement tait son nom et cessé de diffuser son image, ce qui n'est pas le cas au Québec avec le tueur de la mosquée de Québec. On peut aussi penser à accentuer le rôle d'éducation des médias d'information et le rôle qu'ils ont à jouer pour clarifier ce type de phénomène auprès de la population québécoise. Enfin, d'une manière plus générale, pas seulement pour les professionnels des médias, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui interviennent dans la sphère publique, il conviendrait de ne pas négliger l'importance de l'extrême gauche, qui se manifeste de temps à autre sous diverses formes au Québec et dont nous parlons relativement peu et dont le cadrage fait assez peu de lien avec la dimension idéologique ou le caractère extrémiste de leurs actions. On peut penser ici à des groupes anticapitalistes ou des groupes qui prétendent à la protection de l'environnement. Et finalement, de soigner le discours public dans le cadre d'événements concernant l'extrémisme violent. En terminant, quelques limites à notre recherche que nous voudrions souligner et pistes pour de futures recherches. Bien que l'enquête par sondage puisse constituer un moyen approprié d'étudier les perceptions des Québécois en obtenant des données pouvant être généralisées à l'ensemble de la population, cette méthode présente certaines limites. Le sondage, mais aussi les groupes de discussion avec les professionnels des médias et l'analyse des données de corpus médiatique montrent en particulier que le thème de la radicalisation menant à la violence pose certains problèmes de compréhension, qu'il est très polysémique. Des groupes de discussion avec des citoyens permettraient sans doute d'obtenir une information qualitative plus riche sur la compréhension que les Québécois ont de ce phénomène, des mots utilisés pour le désigner, des types de radicalisation qui les inquiètent ou des manifestations concrètes de ces inquiétudes. Alors, en conclusion, les chercheurs, chercheuses impliqués détiennent un grand nombre de données détaillées. Les documents qui sont rendus publics aujourd'hui sont très synthétiques. C'était un exercice redoutable, mais nous espérons avoir réussi cet exercice que le FRQSC nous a demandé, à savoir synthétiser en peu de pages des résultats très riches. Mais dans les mois à venir, nous allons donc élaborer des publications scientifiques exposant davantage ces données très riches, tant quantitatives que qualitatives. Nous vous remercions. Alors, merci beaucoup, Solange Lefebvre, Frédéric Bastien. Merci infiniment. Ça mène à plusieurs pistes, évidemment, de réflexion, peut-être de solutions. Alors, on va passer à la période de questions avec les personnes qui sont en web diffusion, donc, et peut-être s'il y a des questions avec les personnes présentes dans la salle, je pourrais alterner. Alors, si ça vous convient. J'ai déjà une première question ici. Maryse Potvin, votre collègue à l'UQAM, qui demande si il est possible d'élaborer sur la place que pourrait occuper davantage donc l'éducation aux médias et sur le programme d'éthique et culture religieuse qui est en cours de révision. Très bien. Je crois que la balle est dans mon camp. Oui, je pense que... Très bien. Merci Maryse. Bonjour Maryse. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter ce matin.
Marie Spodvin est une très bonne spécialiste des médias et de la montée, notamment de l'extrême droite au Québec. Alors, ce que je dirais, c'est que il y a dans le programme éthique et culture religieuse une compétence appelée dialogue, la capacité de dialoguer. J'insisterai en premier lieu là-dessus, c'est-à-dire que je crois que jusqu'à maintenant, le ministère a accordé une importance au dialogue parlé, au dialogue en classe, ce qui est très important. Mais je pense que la violence verbale constatée sur les médias sociaux doit nous amener à appréhender ce dialogue aussi en ligne. Je crois que beaucoup de personnes prennent des comportements totalement différents en ligne à cause de plein de facteurs, hein. Et il faut vraiment pousser cette compétence du dialogue, je dirais, hors ligne et en ligne. Alors, je dirais ça d'abord. Et par rapport à nos résultats sur l'extrémisme, comme je l'ai dit, je crois qu'il est important de conserver un volet solide d'éducation sur les religions, sur les sans-religions aussi, parce que nous prévoyons, les chercheurs, dans plusieurs pays, une sorte de polarisation entre des personnes se disant sans religion et des personnes conservant des croyances religieuses. Et d'ailleurs, comme la violence verbale qui s'est manifestée la semaine dernière sur la page Facebook du premier ministre François Legault l'a montré, il y a vraiment une haine chez certains citoyens québécois. On espère que c'est un petit nombre, mais il y a certainement une haine de l'islam qui est irraisonnable et qui manifeste un manque de culture, notamment de cette religion, et peut-être même une culture de ce que c'est que croire spirituellement ou religieusement dans le monde contemporain. Alors, je crois que c'est la dernière chose qu'il faut retirer du programme. Espérons que les travaux des semaines à venir vont conduire à une réforme sensée de ce programme et qui réponde vraiment aux besoins, notamment que nous avons soulignés dans la recherche. Marie-Ève Carrian de l'Université de Sherbrooke. Merci pour la présentation très riche et très dense. Ma question est pour M. Bastien, surtout je crois, mais vous avez parlé d'une analyse comparative entre le traitement de 4 événements médiatiques, mais vous avez peu élaboré. J'étais curieuse de savoir quels événements vous aviez retenus, puis comment vous avez procédé au niveau de la méthodologie. Vous avez évoqué entre autres une différence là, entre les articles anglophones et les articles francophones qui traitaient du terrorisme. Je me demandais quel corpus de presse avait été utilisé, quels médias en particulier. Et puis bon, vous référiez souvent à des attentats, par exemple, antiféministes. Est-ce que vous avez analysé les attaques qu'il y a eu à Toronto qui étaient revendiquées justement pour des motifs antiféministes? Donc, je voulais juste en savoir un petit peu plus sur cette analyse. Merci. Alors, c'est un volet de la recherche qui était mené par notre collègue Sylvain Rochelot de l'Université de Sherbrooke. Les 4 événements dont il a examiné de plus près les corpus sont, alors bien sûr, l'attentat contre des musulmans à la Grande Mosquée de Québec, l'attentat suicide islamiste à la Manchester Arena, l'attaque à la voiture bélier de Toronto, surtout perpétrée contre des femmes, et la fusillade de masse survenue à Las Vegas. Je ne serais pas en mesure de vous dire combien il y avait d'articles, de publications liés à ces événements très spécifiques, toutefois. Dans les médias francophones, aussi bien que dans ceux anglophones, la référence à la santé mentale était parfois associée à l'attaque de Toronto et à celle de Las Vegas. Absolument pas associée à celle de Manchester, qui, elle, était menée par un islamiste. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les médias anglophones sont moins réticents à employer le terme terrorisme pour parler de ce type d'événement, alors que les médias francophones sont beaucoup plus réservés à cet effet. Les données montrent que c'était le cas notamment pour l'attentat à la mosquée de Québec, que les médias francophones ont eu moins tendance à qualifier d'acte de terrorisme, alors que le terme était employé
dans 9 publications sur 10 en langue anglaise. D'ailleurs, on peut ajouter, en fait, moi j'ai été frappée par cela, que la première ministre de Nouvelle-Zélande n'a pas tardé à condamner avec une grande vigueur un acte terroriste contre plusieurs dizaines de musulmans en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, elle a été saluée comme une politicienne qui s'est démarquée cette année par sa pertinence dans les plus grands journaux internationaux. Donc, ça vaut peut-être aussi pour les personnalités publiques. Alors, on a une question de Diana Miconi, qui est chercheuse à l'Université McGill, donc qui vous remercie de votre présentation et se demande si vous avez trouvé des différences régionales dans les perceptions de la radicalisation menant à la violence au Québec. Bon, voilà. Donc, à Montréal et Québec, c'est en région. Brièvement, la réponse est non. Nous avions un échantillon de répondants suffisant pour comparer les régions, du moins les grandes régions entre elles, et nous n'avons pas observé de différence statistiquement significative là-dessus. Dans le cas, et ici on a en tête plus précisément la région de Québec et apparemment le ministère de Québec, nos données n'ont pas permis d'identifier de différences par rapport aux autres régions du Québec. Question dans la salle, peut-être? Ça va? Monsieur, je vais aller vers vous, je vais vous tendre le micro. Pendant que le micro se rend pour compléter ma réponse, les phénomènes d'extrême droite dans la région de Québec ont principalement été observés, ont plus précisément été observés dans certaines banlieues, parfois des banlieues même un peu éloignées de la région de Québec. Et les données du sondage, bien qu'on ait plus d'1 millier de répondants à l'échelle du Québec, ne permettaient pas d'atteindre un tel degré de précision géographique. Bonjour, Nicolas Chabot du ministère de la Sécurité publique. Merci beaucoup pour la présentation, c'est fort intéressant. Je me posais juste une question sur l'ajout qui a été fait à la définition d'extrémisme violent. Vous avez rajouté un élément spécifique sur la notion de violence verbale, haineuse sur les médias sociaux. On a bien compris évidemment toute l'importance que ça occupe, les médias sociaux dans le processus de radicalisation, mais je voulais juste voir avec vous, qu'est-ce qui a justifié, juste expliciter un peu, qu'est-ce qui a justifié cet ajout-là de dernière minute de la définition? Merci pour votre question. En fait, c'est à la suite de l'enquête auprès de plus de 50 professionnels des médias, ce qui est un échantillon exceptionnel. En passant, nous remercions beaucoup plusieurs médias du Québec d'avoir accepté de participer à notre enquête. Nous avons fait des focus groups, des groupes de discussion avec plusieurs d'entre eux, d'entre elles, et ils sont vraiment troublés par l'intensité de la violence verbale en réaction à certaines nouvelles concernant l'extrémisme. Alors, parfois en appui à l'extrémisme. Pour revenir au premier ministre Legault la semaine dernière sur sa page Facebook, il a pu l'expérimenter, tellement que nous énonçons dans le rapport intégral, mais ça, ce sera à vérifier par des enquêtes plus fines qui vraiment examinent cela de plus près. Nous croyons qu'il y a des segments de la population qui appuient idéologiquement les extrémistes, qui eux-mêmes, elles-mêmes ne passeraient pas à l'acte, mais qui partagent, comme à la périphérie, ces idéologies. Donc, ces idéologies qui s'accompagnent toutes d'une haine contre un ennemi. L'Occident du côté islamiste radical, les immigrants du côté de l'extrême droite, le grand capital et l'argent du côté de l'extrême gauche. D'ailleurs, je vais insister là-dessus, l'extrême gauche est plus discrète, mais elle frappe. Et ce qui nous a, moi, j'ai essayé de suivre ça durant le projet. L'extrême gauche a frappé des petits commerces. Ce n'étaient pas des grands capitalistes qui ont été frappés à Montréal, c'est des très petits commerces. Alors, l'extrémisme se nourrit d'une haine à l'endroit d'un ennemi qui est noirci de manière très manichéenne. Et cette violence verbale, elle nous paraît manifester cet appui qu'on trouve à la périphérie des extrémismes plus explicites.
C'est pour ça qu'on l'a ajouté comme faisant partie de cette, au sens large, de cette violence extrémiste. Et puis, ça peut nous interpeller aussi comme population en général. Quel est notre appui à ces idéologies extrémistes qui conduisent certains individus, un petit nombre au Canada, Dieu merci, hein, à passer à l'acte violent? Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question ici. En fait, si on revient à la question de régionale ou dans les différents endroits là où vous avez fait vos enquêtes, Claudie Labrec-Thimo, qui du côté en fait, qui est à la GRC, voilà, et qui demande est-ce que la perception de la radicalisation extrémisme est différente pour le reste du Canada? Malheureusement, le mandat que nous avions était d'examiner les perceptions au Québec et l'enquête a été faite seulement au Québec, donc je ne dispose pas de données permettant de faire cette comparaison. Mais si la GRC est intéressée, on pourrait utiliser nos outils Peut-être pour une prochaine pour nous action concertée. pencher sur le reste du Canada. Le Mais- message est fait. Mais l'objectif de l'action concertée, c'était vraiment de travailler sur le Québec. Très bien. Moi, j'avais une question, justement, vous parliez dès le début, là, notamment que la population anglophone se voyait plus inquiète par rapport à l'extrémisme violent ou Par rapport à certaines formes d'extrémisme, et en particulier l'extrémisme anti-immigration. Donc, anti-immigration. dans les groupes sociodémographiques où on trouve une plus grande proportion d'immigrants, évidemment, l'inquiétude à l'égard de l'extrémisme anti-immigrant est plus élevée. Et donc, la population anglophone était dans ces différentes régions ou plus particulièrement du côté de Montréal? Là, on parle de la population anglophone sur l'ensemble du territoire québécois sans faire de distinction, mais elle est effectivement concentrée dans la grande région de Montréal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être? Sinon, j'invite les gens qui sont en web, en clavardage. Je pense avoir vu toutes les questions. Alors, voilà. Et bien, je n'ai pas de nouvelles questions, donc ça complète cette période. Je vais demander donc à M. Georges Lemieux, qui est du MIFI, pour nous faire un petit mot de clôture. Je vais vous céder le micro et j'invite les gens à rester donc en web. Venez par ici. En web pour des remerciements donc à l'ensemble des participants, des co-chercheurs, co-chercheuses donc de vos travaux. Alors, Monsieur Lemieux. Oui, bonjour. Alors, mais ça me fait plaisir d'être ici. Donc, on est rendu maintenant à la clôture de cette action concertée, du moins pour ce qui est la présentation des résultats. Évidemment, il y a toutes les activités de transfert qui s'en viennent et donc qu'on va suivre avec très grand intérêt au ministère de l'Immigration, la francisation et de l'intégration, mais aussi tous les partenaires. Également, je pense que c'est important dans les suivis avec le monde des représentants des médias et des recommandations fort intéressantes aussi. Donc, je représente ici le ministère de l'Immigration, mais au départ, je voudrais quand même mentionner que normalement, M. Olivier Roy, qui est directeur des politiques et programmes de relations interculturelles, aurait dû être présent. Il n'a pas pu y être, donc il s'en excuse. Et également Marie-Bernarde Pérez qui a piloté le projet du début à la fin, donc je remercie les deux. Pour la petite histoire, moi à l'époque, j'étais plutôt au ministère de l'Éducation, mais on a également contribué, ainsi que le ministère de la Sécurité publique, à l'élaboration et puis au suivi du projet. Ça a été vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, je me fais porte-parole du ministère à ce stade-ci. Je pense que le premier constat qu'on peut faire, donc, premièrement, c'est qu'on est très satisfait. Votre projet, vous, à Mme Lefebvre, M. Bastien, mais à toute votre équipe, a atteint les objectifs que je ne vais pas répéter, que vous avez bien mentionné au début de votre présentation.
Donc, mission accomplie, si on veut. De façon plus précise sur certains des résultats dont le ministère va vraiment tenir compte. La première chose, c'est vos remarques concernant le terme radicalisation menant à la violence. C'est un constat qu'on partage. Ça ne veut pas dire, évidemment, que le gouvernement ne s'intéresse pas à la radicalisation, mais je pense qu'effectivement, la question de l'extrémisme violent et du vivre ensemble plus largement sont peut-être des termes plus porteurs. La radicalisation est peut-être marquée un peu dans l'histoire à une certaine époque, là, au milieu des années 2010. Ça a été donc, effectivement, dans le milieu scolaire aussi, c'est le même genre de constats qui ont été faits et donc, on en tient bien compte. Le problème de compréhension auprès de la population, je pense que c'était vraiment très intéressant, votre témoignage là-dessus. Donc, les gens ne sont pas capables d'élaborer sur ce que c'est, contrairement à l'extrémisme violent et au terrorisme. Ensuite, les constats qui nous frappent, auxquels on est particulièrement sensible, lorsque vous avez mentionné que les Québécoises et les Québécois pensent que l'extrémisme violent s'explique davantage par des facteurs individuels que des facteurs sociaux. Alors, il y a certainement encore de l'éducation à faire à ce niveau-là, parce que vos résultats montrent quand même qu'il y a des déterminants individuels, mais les déterminants sociaux sont quand même importants aussi. Aussi, l'attention qu'on doit porter à l'idéologie antiféministe, qui est peu reconnue comme forme et nommée comme forme de violence. Donc, c'est une réalité à suivre pour tout le monde. Autre constat, on voit que les niveaux d'inquiétude à l'égard de l'extrémisme violent islamiste a peut-être diminué, mais l'inquiétude par rapport à l'extrémisme anti-immigrant a, lui, augmenté. C'est donc un constat qui est vraiment important pour le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Parce que, au-delà d'éclairer nos réflexions de façon générale aussi, je pense dans les objectifs du ministère, qui sont le vivre ensemble, les relations interculturelles, donc vous amenez des pistes importantes. Et puis ça, le travail n'est pas terminé et ça reste une préoccupation pour le ministère. On va rester attentif à vos prochains travaux de diffusion, mais aussi à vos autres recherches qui auront pour objectif de développer des outils de vulgarisation en matière de prévention de l'extrémisme violent. Donc, finalement, je tiens à remercier au nom du ministère votre équipe, vos partenaires, également les partenaires ministériels qui ont contribué à l'action concertée en y apportant leur expertise, leurs préoccupations. Et puis finalement, on remercie le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, pour votre leadership et qui a permis d'assurer le succès de ces travaux. Moi, sur une note personnelle, je dois dire que je suis particulièrement attaché aux actions concertées. J'y participe depuis plusieurs années comme professionnel et maintenant comme gestionnaire au ministère de l'Immigration. Je crois que c'est une voie qui est porteuse et qui est à continuer. Donc, sur ce, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Soyez prudents, ceux qui ont à retourner chez vous dans la tempête. Merci beaucoup, Monsieur Lemieux. Alors, je crois que Mme Lefebvre avait un dernier mot pour justement souligner la collaboration, donc, des membres de votre équipe. Oui, c'est très important. Nous avons une large équipe et je tiens à souligner donc parmi les nombreux collaborateurs, Mohamed Fadil, que j'ai mentionné précédemment, qui est au Maroc, qui a fait des études vraiment intéressantes sur l'échantillon marocain. Ensuite, Yves Lambert, médecin, qui nous a grandement aidés tout au long de l'enquête, qui est sur la Rive-Sud et rattaché à l'Université de Montréal. Alain Saunier et Pierre Tourangeau, qui ont été extrêmement précieux pour nous, des journalistes chevronnés qui sont devenus le premier auteur, professeur invité à l'Université de Montréal et l'autre expert conseil en gestion éthique des médias. Je veux souligner aussi qu'au Fonds de recherche québécois sur société et culture, Audrey Asselin, Nathalie Roy ont été vraiment aidantes pour nous tout au long du processus. Je tiens à les remercier.
Et l'éco-chercheur Patrice Brodeur de l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, Gilles Bibeau du département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Il y a aussi Khalid Medani de McGill et des assistants de recherche que nous n'avons pas pu nommer en cours de projet, Manuel Heisbourg, Vincent Vallée. Et puis les principaux partenaires, un en particulier, Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, a été extrêmement aidant pour nous. Merci. Merci Benjamin Ducol en particulier et à son équipe. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, Conseil de presse du Québec, Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Évidemment, leur crédibilité a beaucoup aidé la recherche. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle, Somme, recherche et sondage, qui a aidé mon collègue Frédéric Bastien à mener ce grand sondage. Et écoutez, je vous avertis, ceux qui sont dans la salle, j'ai quelque chose de triste à vous annoncer. Nous terminons par cela. Notre collègue bien-aimée Diane Casonnier est décédée lundi dernier. Il y a des partenaires et certaines personnes qui nous écoutent qui la connaissaient. C'était notre co-chercheur Diane Casonnier, psychologue, enseignante à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est décédée d'une pneumonie, très soudainement, lundi dernier. Elle devait faire la présentation avec nous aujourd'hui de ce rapport final, dont elle était très fière et auquel elle a énormément contribué. Inutile de vous dire à quel point notre choc et notre tristesse sont profonds. Diane était une remarquable collègue et tous et toutes l'aimaient. Sensible, brillante, énergique. Je peux vous dire qu'elle va nous manquer cruellement, en particulier pour la période de diffusion. Elle avait un savoir exceptionnel en elle et avec elle. Et nous tenons à lui dédier ce rapport de recherche auquel elle a contribué si généreusement, avec une immense compétence. Alors, Diane, nous te remercions de tout cœur et nous te disons adieu, chers collègues. Merci beaucoup. Alors, c'est une triste nouvelle que nous apprenons peut-être tous en même temps et je veux quand même vous indiquer que toute l'équipe des Actions concertées vous offre leurs sincères condoléances. Donc, je sais que parmi nous, il y en a quelques-unes qui étaient très affectées de cette nouvelle. Merci infiniment pour votre présentation. Ce n'est pas une semaine facile, donc c'est très apprécié. Et je voudrais remercier les gens qui sont restés avec nous tout au long de la présentation, qui sont à distance en webdiffusion. Et donc, je vous salue tous. Je vous rappelle que le rapport de recherche sera donc en ligne dès aujourd'hui pour compléter et répondre à toutes les questions qui ne nous ont pas été transmises. Merci encore. Au revoir.